Certains de nos clubs ont vraiment de la chance qu'il n'y a pas de supporters. Salut à tous, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 22e journée de Ligue 1. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit commentaire, un petit like pour parler de votre club et aussi pour le référencement de la vidéo. On va commencer direct ce débrief par le premier match qui a eu lieu entre Lyon et Bordeaux, un match assez disputé où Lyon s'est imposé 2-1 face à Bordeaux grâce à un but à la 92e minute de Dubois, une magnifique reprise de volée qui finit dans le petit filet. Certains diront que ce n'était pas fait exprès, mais moi je pense qu'il a bien fait exprès, hein. C'est quand même un bon joueur, Dubois. Il y a quelques lacunes défensivement parlant, mais offensivement je le trouve assez présent. Il nous sort des fulgurances rarement vues pour un latéral de Ligue 1, donc il fait un bien quand même à Lyon assez important. C'est un match où on a vu deux équipes qui avaient à peu près le même niveau. J'ai été assez surpris de la part de Bordeaux. Lyon, on connaît maintenant leurs qualités et leurs défauts. Ils sont plutôt costauds face aux adversaires de gros calibre. Et Bordeaux en fut un sur ce match-là. Ils n'ont pas eu la possession tout le long du match, mais ils ont quand même fait quelques bonnes incursions. Pour moi, le principal souci de Bordeaux pour ce match-là, ça a été la finition, même s'il y a eu un but de Kalou à la 55e minute. On a quand même eu des actions qui ont été gâchées de la part des attaquants bordelais, même des milieux de terrain. On a eu pas mal de remontées de ballon qui étaient assez intéressantes, mais arrivé devant la surface de réparation, on a vu que c'était un petit peu plus compliqué. Mais très bon match de la part des Bordelais. Lyon qui s'empare de la deuxième place du championnat. Lyon qui est toujours en course pour le titre et pour les places qualificatives à l'Europe, mais bon, ça c'est leur objectif principal. Le match qui a suivi était le match entre Lens et Montpellier. Lens qui s'est imposé sur le score de 2 buts à 1. Montpellier a été bien présent quand même dans ce match avec par exemple 17 tirs. C'est vraiment une stat assez importante. 7 tirs cadrés, c'est pas mal. Lens a mis 2 buts sur ces 2 tirs cadrés, une finition à toute épreuve. Lens qui se reprend bien après la petite bévue la semaine passée. Montpellier qui est sur une mauvaise passe avec 3 défaites consécutives. Ça s'annonce pas très bon pour la suite pour Montpellier qui était dans le wagon pour l'Europa League mais qui est là complètement largué, 28 points. La première place qualificative pour l'Europa League est à 8 points, c'est un peu, ça me semble mort hein, pour Montpellier, on va être clair, même si sur ce match-là, ils étaient un petit peu supérieurs aux Lensois d'après ce que j'ai vu. Les Lensois ont été solides, ont marqué quand il fallait, donc Lens est toujours dans la course, pareil pour l'Europa League, ils sont pas très loin, 34 points. Rennes est à 36 points, il y a que 2 points de différence pour la cinquième place. La cinquième place qui est souvent qualificative pour l'Europa League en France, c'est pour ça que j'en parle tel quel, même si de base elle n'est pas qualificative, parce que souvent c'est une équipe du trio de tête qui gagne la coupe. Saint-Etienne aussi a bien relevé la tête ce week-end avec une victoire 1-0 face à Nice, une victoire qui sort vraiment Saint-Etienne d'une zone très très compliquée. Ils étaient à valeur égale avec les clubs relégables au niveau du nombre de points. Ils sont désormais à 22 points quand le premier non relégable, Nantes, 17e, est à 18 points. Ça devrait, je pense, y aller pour Saint-Etienne. Ça aurait fait vraiment bizarre Saint-Etienne en Ligue 2. Ils s'en sortent plutôt bien sur ce match-là. Ils ont mis un but sur leur tir cadré comme Lens. Il faut de l'efficacité de toute façon quand on n'est pas très bon dans le jeu et c'est ce qu'ils ont fait cette fois-ci. Nice, c'est vraiment très compliqué. Je suis très déçu de la part de l'équipe de Nice cette année. Chaque année, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose. Il y a des nouveaux entraîneurs qui arrivent, des nouveaux joueurs, un effectif qui semble assez fourni, mais ça donne rien. C'est un peu triste parce que c'est une équipe qui a des bons joueurs, un Dolberg, Guéry, Camara, Reine Adélaïde, Les Melou, tout ça, ce sont des bons joueurs. Même derrière, un Saliba, normalement, est censé être très bon. Mais ça prend pas du tout, malheureusement, pour Nice qui se retrouve désormais à la 13e place, ils vont rien jouer du tout hein, cette année. Ils vont rester dans le ventre mou. C'est bien dommage pour une équipe de ce calibre-là. Franchement, c'est pour moi la plus grosse déception de l'année. Saint-Etienne, Nantes, on en reparlera plus tard. Mais ce sont des équipes qui ont pour moi un moins bon collectif que Nice. Nice est 13e. On parle beaucoup de Marseille, de Paris qui galère un peu, de Nantes aussi qui est dans une passe compliquée. Mais vraiment, Nice, avec l'équipe qu'ils ont, ils ne devraient pas du tout être là. C'est vraiment pour moi une erreur. C'est même pas une erreur, c'est une faute professionnelle d'être à cette place-là avec cet effectif-là en Ligue 1. Franchement, c'est pour moi la grosse déception de cette année. On espère pour eux que ça ira mieux l'année prochaine, bien sûr, avec pourquoi pas un changement d'entraîneur. Je sais pas vraiment ce qui doit se passer au niveau de Nice pour que ça aille mieux. S'il y a des supporters niçois qui veulent en parler en commentaire, n'hésitez pas. Je serais intéressé de voir votre ressenti sur cette équipe-là parce qu'à chaque fois que je regarde, il se passe rien en fait. C'est vraiment triste. Il y a pas de jeu, il y a pas de collectif. C'est vraiment dommage. À côté de ça, on a certaines équipes comme Saint-Etienne
qui ont vraiment du mal, mis à part. Alors, je vais écarter le match face à Lyon quand je vais parler de Saint-Étienne là, mais parfois on a des belles situations de jeu, il y a des bonnes combinaisons. À Nice, on voit rien. C'est vraiment triste. Je sais pas si c'est l'entraîneur, ce sont les joueurs qui sont pas bons en fait, tout simplement, hein, qui ont été un peu trop surcotés, même si j'ai pas trop ce mot. Il n'y a pas vraiment de joueur surcoté, hein. Si un joueur est acheté et fait une bonne saison, c'est qu'il est bon. On va parler maintenant de la grosse surprise du week-end, hein, pour moi, supporter parisien, qui était une surprise qui est très mal passée. La défaite 3-2 du PSG à Lorient. Lorient qui était lanterne rouge de notre championnat avant ce match-là. Paris qui n'a rien montré du tout pendant le match. C'était vraiment insipide. On aurait cru voir un match de l'époque Tourelle qui continuait là. Bon, Pochettino n'a pas encore pu donner sa patte, surtout avec des joueurs avec cet état d'esprit. On va pas voir grand-chose pour l'instant. Ça me fait très peur pour le match face à Barcelone. Même si Barcelone n'est pas top du tout cette année, on est pire, hein. Franchement, il y a rien dans cette équipe. On a des grosses stars, Neymar qui garde la balle tout le temps, Mbappé qui va s'enfermer toujours sur les côtés. C'est vraiment tout le temps les mêmes soucis. La semaine passée, on a eu un beau match du PSG, mais parce que Montpellier a été réduit à 10 assez rapidement suite à une intervention mal maîtrisée de la part de leur gardien. Mais là, sur ce match-là, Lorient c'est franchement bien donné. C'est un beau match de leur part. C'est à montrer à toutes les équipes qui pleurent à chaque fois qu'ils rencontrent le PSG en disant on peut pas gagner, c'est sûr, on n'a pas leur argent, leur effectif. Voyez bien que Lorient peut gagner. Lorient a fait un coup, a rien lâché du début à la fin et a réussi à s'en sortir. C'est pas immérité de la part de Lorient. Ils ont été là, par contre, chaque action, ils se le donnaient à 10 000. Ils étaient vraiment solidaires derrière. Il y a eu deux buts de la part du PSG sur penalty, même pas une seule action construite qui a donné un but. Deux penalties de Neymar, pour moi le plus grand spécialiste de penalty au monde, il n'y a pas mieux. Bruno Fernandes est très bon aussi là-dessus, mais Neymar est vraiment exceptionnel là-dessus. C'est impossible de savoir où il va tirer. C'est vraiment impressionnant pour des personnes qui ont déjà tiré un penalty. Ça m'est arrivé pendant mes matchs quand j'étais plus jeune et c'est quelque chose qui est pas très simple. Et Neymar, franchement, il les gère parfaitement, donc on peut pas lui retirer ça. Par contre, à côté de ça, rien du tout, hein. Le Danilo Pereira en milieu de terrain, c'est vraiment une catastrophe. Pas vraiment suivi son parcours quand il était encore au Portugal. J'avais vu certaines réserves de la part de supporters portugais sur certains débats au niveau de son niveau. Pour l'instant, il montre rien, hein. Alors, il a une capacité athlétique qui est quand même intéressante, mais à côté de ça, il se foire. On voit qu'à la deuxième, je crois que c'est la première ou la deuxième minute, il se prend un carton jaune parce qu'il met un gros tampon au Lorientais. Tu fais pas ça en début de match, t'es pas en district, un garçon. C'est quand même assez triste. Mais c'est pas simplement de sa faute, hein, qu'on a perdu le match, hein. Sur la défense sur le dernier but est vraiment honteuse. Comment tu peux laisser partir un mec aussi loin? On a tous les joueurs parisiens qui sont dans la surface lorientaise en se disant c'est impossible que Lorient fasse une contre-attaque, on est tranquille, on peut tous monter, c'est n'importe quoi. Je sais pas si c'est une directive de Pochettino, mais il va falloir, si c'est lui qui dit ça, il va falloir qu'il qui regarde un petit peu comment fonctionnent les équipes. On sait très bien que Lorient sur des contres, ça peut aller très très vite, même si c'est une équipe qui était un petit peu en difficulté. C'est une équipe qui a quand même des qualités. On voit toujours du jeu de la part de l'équipe lorientaise et c'est vraiment une très belle équipe. J'espère qu'ils vont rester en Ligue 1 parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup cette année, qui propose pas mal de jeux, comme le RC Lens aussi, hein. C'est pas les mêmes façons de jouer. Lorient, c'est plutôt des contre-attaques rapides. Lens, c'est plus du pressing. Tout ça, c'est vraiment des équipes intéressantes. J'ai d'ailleurs hâte de voir le prochain Lorient-Lens ou Lens-Lorient. Je ne sais plus dans quel sens s'était joué le match aller, mais ça va être intéressant. Ces deux équipes vraiment très intéressantes à voir jouer. Donc Paris qui se retrouve troisième à 3 points de Monaco, qui est sur une série de victoires assez impressionnante. On a un Paris-Marseille qui arrive assez rapidement. Normalement, ça devrait passer pour le PSG parce que Marseille est vraiment dans une mauvaise passe. On parlera de l'Olympique de Marseille un petit peu plus tard, mais c'est pas très bon pour le championnat, pour la Ligue des Champions. Pour l'instant, j'ai pas mal de réserves. On verra bien. C'est peut-être comme ce que j'ai entendu sur RMC, je crois, ce week-end. C'est peut-être dû au foncier qui est fait par l'équipe qui fait que qu'ils aient moins de jus, de peps, mais il n'y avait pas de. C'est surtout qu'il n'y avait pas de mouvement, donc ça peut concorder avec ça. On verra bien. J'espère que Pochettino va réussir à faire quelque chose de cette équipe, parce que si on retombe dans les mêmes travers, encore une fois, ça va être vraiment compliqué à entendre, hein. On verra bien par la suite. Bon, après, on a un petit peu un package de matchs de milieu de tableau qui s'est joué avec Metz qui s'est imposé 4-2 face à Brest, Angers 3-1 face à Nîmes. Nîmes qui est très mal placé. Je crois qu'ils sont. Ouais, Nîmes qui est dernier maintenant du championnat. Franchement, pour eux, ça sent la relégation. 15 points. Lorient est déjà à 3 points de barragiste. C'est compliqué pour Nîmes, pour Dijon aussi, qui s'est incliné ce week-end face à Metz 4-2. Metz qui reprend une bonne dynamique avec 3 victoires consécutives, qui est
qui est très très proche de l'Europe, hein. Metz est à 34 points, la cinquième place est à 2 points. Nous ne sommes pas à l'abri d'avoir une bonne surprise, Metz, Lens ou Angers en Europe. Ça serait assez intéressant à voir. Les barrages, le RC Lens, je suis désolé pour mes amis messins, hein, ou angevins, mais j'ai envie de voir le RC Lens en Coupe d'Europe. C'est un public magnifique qu'on aime beaucoup voir. On espère tous qu'on pourra de nouveau être dans les stades en 2021. Donc si on avait Lens en Europa League, même en barrage, c'est sûr que le stade serait plein, qu'il y aurait une ambiance de folie, ça serait vraiment super cool à voir. Et on a aussi Reims qui s'est imposé 1-0 face à Strasbourg. Reims qui se donne de l'air par rapport à la zone de relégation. Strasbourg qui cale un peu avec un match nul et une défaite. Bon, pour l'instant, c'est pas tellement inquiétant point de vue relégation, parce que c'est ça qui fait le plus mal, hein, pour un club. Effectivement, on peut rater une saison et se retrouver dans le ventre mou. On garde toujours plus ou moins ses joueurs pour la saison suivante, même si en France on a tendance à vendre un peu trop rapidement nos bons joueurs, on arrive quand même à garder un effectif cohérent. Strasbourg aussi qui est une petite déception cette année, qui est normalement une équipe qui propose du beau jeu. Une équipe par contre qui elle est complètement en forme, c'est nos amis lillois qui sont premiers, qui se sont imposés 1-0 face à Dijon. C'était un match extrêmement compliqué pour Lille avec des Dijonnais fort regroupés derrière. Euh, Dijonnais qui sont 19e. Pour eux aussi ça sent la relégation malheureusement. 15 points, toujours à 3 points de Lorient. Pas de victoire dans les 5 derniers matchs. Ça sent pas. Pour moi, Dijon va terminer dernier très clairement. Je vois Nîmes et Lorient, même Nantes, Saint-Etienne qui sont sur une meilleure dynamique. On verra après en fin de saison ce que ça peut donner. Mais Dijon est vraiment dans une passe vraiment compliquée. Le but de Yacice qui est vraiment magnifique avec un dribble du gardien. Il revient intérieur le long de la ligne de corner et il n'y a plus qu'à planter le but. Il est vraiment une magnifique feinte. C'est vraiment un joueur exceptionnel, hein, ce Yacice. C'est une très bonne pioche de Lille. J'espère qu'il va réussir à le garder l'année prochaine, même si avec ce qu'il a fait en Europa League et en Ligue 1, il risque de partir. Et pour un bon prix, c'est vraiment un très bon joueur. Lille qui est vraiment un prétendant plus que solide au titre. Il va y avoir un LOSC PSG qui va arriver, qui sera d'une importance capitale pour le titre de Ligue 1. Si Lille arrive à s'imposer face à Paris, ils ont la voie royale pour s'imposer. Après, il y aura Lyon aussi, pour lequel il va falloir faire attention. Les confrontations directes entre Paris, Lyon et Lille vont être vraiment très importantes, même entre Lille, Lyon, Paris et Monaco, parce que Monaco est à 42 points. Monaco est ultra impressionnant en ce moment. Ça peut très vite se retourner. Monaco peut terminer champion aussi, ils sont pas très loin, donc faudra suivre ça avec intérêt. Cette 22e journée qui a vu Monaco s'imposer justement 2-1 face à Nantes. Je vais parler d'abord de Monaco et après je vais revenir sur Nantes parce que Nantes, il se passe quelque chose d'assez bizarre dans ce club. Monaco qui est vraiment ultra impressionnant et qui a pas trop eu de mal à s'imposer face à Nantes. Ils ont eu les occasions, ils ont gagné, ils auraient dû mettre plus de buts s'ils avaient été un petit peu plus tueurs devant les cages. Ils ont un peu déjoué dans les dernières minutes, mais ça peut arriver assez facilement quand on prend vraiment la possession du match, qu'on qu'on est largement au-dessus et qu'on se prend un but dans les dernières minutes, on peut vite perdre pied, même si Nantes avait pris un carton rouge, ça peut vite arriver quand même, hein. On a déjà vu des équipes se faire remonter beaucoup plus de buts que ça. À Nantes, il se passe vraiment un truc bizarre. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont recruté Domenech. Domenech, c'est une catastrophe. Il propose rien du tout. Après, il vient d'arriver comme Pochettino. Mais ici, il se passe vraiment rien d'un point de vue nantais. Franchement, c'est une tristesse sans nom. J'écoutais RMC hier soir et il y avait un supporter qui avait mis la musique du Cirque Zavata quand il est arrivé pour parler de son club, malheureusement, le FC Nantes. Et c'est effectivement ce qui se passe, hein, dans ce club-là. C'est un cirque continu au niveau des recrutements, au niveau ça fait une dizaine d'années, je pense, qu'on n'a pas vu Nantes faire une saison vraiment où on se dit, ah tiens, ils sont revenus, il se passe quelque chose. Non, déjà, un truc que je pige pas, c'est le changement de logo. Je le trouve vraiment dégueulasse, hein. On dirait, il ressemble à rien. C'est vraiment triste. Ils avaient un logo magnifique, ils l'ont transformé en un truc comme le logo de la Juventus qui ressemble à rien non plus. On s'emmerde plus, c'est un truc minimaliste, tout basique. Il n'y a plus d'identité et c'est ça qui manque, je trouve. On retrouve plus le Nantes de nos jeunes années où on avait une équipe qui proposait du jeu, qui allait vraiment vers l'avant. Là, avec Domenech, c'est vraiment tu bétonnes derrière, t'envoies devant sur des mecs qui vont vite et t'espères qu'ils vont mettre un but. C'est dégueulasse. Franchement, j'espère qu'il va pas rester l'année prochaine parce que à Minanté, vous allez avoir une saison assez particulière, surtout si vous terminez en Ligue 2. J'espère pas du tout que Nantes va retourner en Ligue 2. C'est un club assez emblématique de la Ligue 1. Par contre, ce qui pourrait se passer de vraiment intéressant s'ils étaient amenés à descendre en Ligue 2, même si ce sont des suppositions, c'est un changement de direction, un changement de cap de club. Ça pourrait être pas mal aussi. Un changement peut-être de propriétaire, pourquoi pas une revente du club nantais.
à voir hein, par un investisseur. C'est un club qui est quand même assez attractif quand on connaît son histoire, mais bon, les investisseurs s'intéressent pas toujours à l'histoire des clubs. Donc voilà, on se retrouve avec un trio de tête Lille, Lyon, Paris et une queue de peloton avec Nîmes, Dijon, Lorient et Nantes, hein, parce que Nantes est à égalité de points avec Lorient. On commence à voir ce qui va se dessiner à peu près. Je ne pense pas, sauf retournement de situation, que Paris va être champion cette année. On va avoir un club Lille-Lyon. Alors, je vois plus Lyon devenir champion que Lille parce que je sens plus d'assurance chez nos amis lyonnais, mais on ne sait jamais. Il ne faut pas surtout enterrer Monaco qui arrive derrière comme un wagon qui est en train de tout détruire sur son passage. On verra bien ça. Et au niveau des relégations, bah, on va rester sur le même délire, hein. Dijon, Nîmes, je pense qu'ils vont être relégués. On risque d'avoir peut-être Nantes en barrage, on verra bien ce qui se passe. Lorient est sur une dynamique intéressante avec deux victoires. Ils se sont imposés d'ailleurs dans la semaine 3-2 face à Dijon, un match de la peur qu'ils ont remporté. Donc bien joué à eux. La semaine prochaine, on va avoir le droit à quelques affiches intéressantes avec un Bordeaux-Lille qui va être ultra intéressant à suivre, un Saint-Étienne-Nantes qu'on pourra aussi regarder avec intérêt. Dimanche soir, on a un magnifique Lens-Marseille. Et à côté de ça, on a quelques petits matchs intéressants, un Metz-Montpellier, un Monaco-Nice, Paris-Nîmes. On va voir si Paris va réussir à relever la tête, j'espère pour eux. Donc voilà, c'était Féro. J'espère que ce petit récap vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à mettre un petit commentaire, un like et à vous abonner. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!